Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Anthony Blinken est arrivé ce mardi en République démocratique du Congo, deuxième étape de son voyage en Afrique, qui devra aussi le conduire à Kigali. Au menu de cette visite, une rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le renforcement du partenariat stratégique Kinshasa-Washington et les rapports avec le Rwanda. Ce mardi est jour d'élection au Kenya. Plus de 22 millions de personnes étaient appelées à voter à la fois pour les locales, législatives et la présidentielle. Les dépouillements ont commencé. Nous en parlons dans ce journal. Ici aux États-Unis, retour sur la visite de Joe Biden à Lost Creek, une petite agglomération dans l'est du Kentucky ravagée par des inondations. Lors de ce déplacement, le président américain a mis en avant la nouvelle législation adoptée par le Sénat visant à lutter contre le changement climatique. Voilà pour les titres. Les Kenyans ont donc voté ce mardi lors d'élections locales, législatives et présidentielles. Les bureaux de vote ont fermé et le dépouillement a déjà commencé. Ce scrutin s'annonce historique car le président sortant, Uhuru Kenyatta, ne pouvait se représenter après 2 mandats. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo. Gilbert Lossoli a bravé la longue attente et le froid matinal pour pouvoir glisser ses bulletins de vote dans les différentes urnes. Il a voté 6 fois dans un quartier de Nairobi pour choisir un nouveau président, des députés et des élus locaux. Le vote est important pour l'amélioration de ma vie parce que nous devons écarter les dirigeants non performants. Nous devons les remplacer par de meilleurs dirigeants. Comme lui, ils sont plus de 22 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes, animés par l'espoir que le scrutin porte au pouvoir un président capable d'améliorer leurs conditions de vie. C'est le même sentiment à Kiambu, non loin de la capitale. Je vote pour le changement, pour avoir un nouveau Kenya, pour changer un peu le système auquel nous sommes habitués. J'attends donc avec impatience une amélioration de la façon dont nous vivons, d'avoir de meilleurs services et de les améliorer. Ces changements, 2 principaux candidats à la présidence ont promis de les apporter. D'un côté, Raila Odinga, 77 ans, soutenu par le pouvoir. Accompagné par une foule de partisans, le vétéran de l'opposition a voté dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, un de ses fiefs. Nous avons traditionnellement voté pour Raila Odinga sans succès. Cependant, cette fois, nous avons de grands espoirs et ses chances de succès ne sont pas de 100%, mais de 80 à 90%. Son principal challenger, William Ruto, 55 ans, vice-président, a voté dans le village de Kosashei, près d'Eldoret, dans la vallée du Rift. The people of Kenya will choose. And let me say that in moments like this, le peuple du Kenya va choisir et permettez-moi de dire que c'est dans des moments comme celui-ci que les grands et les puissants se rendent compte que ce sont les simples et les ordinaires qui finissent par choisir. The simple and the ordinary that eventually make the choice. Avec le spectre des violences qui ont accompagné les dernières élections de 2017, l'autre enjeu reste un scrutin pacifique. De rares incidents ont été signalés à travers le pays, où quelques 150 000 officiers de sécurité ont été déployés. Une manifestation a été dispersée dans le comté de Nakuru, dans l'ouest. Mais le vote s'est déroulé pour l'essentiel dans le calme en cette journée déclarée fériée. We've seen that within Nairobi and the polling stations we have witnessed. Pour les bureaux de vote que nous avons visités ici à Nairobi, les élections se passent bien. Le processus se déroule tranquillement. Nous n'avons pas observé d'infraction. Nous prions que cet esprit y règne jusqu'à la fin. Quelle que soit l'issue, le nouveau président marquera l'histoire en n'appartenant pas à la communauté Kikuyu qui contrôle le sommet de l'État depuis 20 ans et dont est issu le sortant Uhuru Kenyatta. Il ne peut se représenter après 2 mandats. M. Odinga est un Luo tandis que M. Ruto est un Kalenjin. La commission électorale a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Si aucun des 2 adversaires n'obtient plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour la première fois un second tour dans une élection présidentielle.
Rendons-nous tout de suite à Nairobi au Kenya, justement où se trouve Abdou Chakour Aboud, envoyé spécial de VOA. Abdou Chakour, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment s'est déroulé ce scrutin dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ce scrutin s'est déroulé en calme. Il n'y avait pas beaucoup d'incidents. Certains incidents à Mombasa, certains incidents à Kakamega. Mais en général, les scrutins se passaient calmement. Les gens sont votés calmement. Malheureusement, il y avait des délais. Le matin, au lieu d'ouvrir le bureau à 6 heures, ils ont ouvert le bureau à 8 heures, à 9 heures. Mais alors, la Commission nationale pour l'élection a demandé augmenter l'heure jusqu'à 9 heures du soir et les gens continuent à voter jusqu'à 9 heures. Alors, le dépouillement a commencé dans certains bureaux de vote. Est-ce qu'on sait qui a voté pour qui? Et Yacouba disait tout à l'heure, les résultats sont attendus avant le 16, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, mais déjà, on voit que le dépouillement, là, je suis dans une salle d'école où il y avait de vote ce matin, mais ils sont en train de dépouiller les résultats présidentiels. Ils ont terminé et sur le niveau national, on voit les résultats qui sortent. Les résultats, c'est que Ruto et Odinga, ils sont presque ex-aequo. Jusqu'à maintenant, 48% chacun. On attend jusqu'à ce matin, peut-être on aura beaucoup plus de précisions. Alors, on a aussi évoqué certains problèmes avec les machines. Qu'en est-il exactement et que dire des observateurs? Les machines, effectivement, les machines d'identification, quand les voteurs arrivent, il faut identifier leur nom et tout ça. Et ça, il y a eu un problème. Certains endroits, il n'y avait pas d'électricité. Certains endroits, c'était le problème de communication. Et le bureau IEBC a déclaré que ce sont des problèmes qu'ils vont résoudre. Et ils ont amené les matériels manuels pour enregistrer les gens. Et ils ont continué avec les votes. Et les observateurs ont dit que normalement, ça se passe partout. Bon, mais en général, ils croient que le bureau, la Commission nationale pour l'élection, ils ont bien préparé ces élections, malgré il y a certains qui disent que ce n'est pas bien organisé parce qu'il y avait beaucoup de problèmes le matin, mais dans la journée, tout déroule bien. Abdou Chakour Aboud, envoyé spécial de VOA Afrique au Kenya, je vous remercie. Également, dans l'actualité, au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche. 9 autres militaires sont portés disparus au Mali après une attaque attribuée à des djihadistes dans la ville de Tessit, située dans la zone dite des 3 frontières entre Mali, Burkina et Niger. Le bilan est toujours provisoire et susceptible d'évoluer selon un communiqué de l'armée malienne diffusé lundi. L'armée qui dit avoir tué 7 ennemis vraisemblablement de l'État islamique au Grand Sahara. Et on en vient à cette autre actualité, toujours au Mali, qui a réceptionné ce mardi de nouveaux avions de combat qui viennent renforcer sa flotte aérienne dans la lutte contre le terrorisme. C'est un reportage de Mohamed Danyoko. Sous 29 Albatros, hélicoptères Mi-24, des hélicoptères de transport Mi-8 et des avions de transport Casa, c'est le lot de 6 avions qui ont été réceptionnés ce matin à l'aéroport international Bamako, Modibo Keïta Sénou, au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ces avions viennent pour contribuer à la réalisation de l'objectif que s'est fixé l'armée malienne, ont expliqué divers intervenants. Nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba, la diversité, l'unité et la cohésion de la nation, ainsi que la noblesse, la fierté et la soif d'indépendance héritée de nos ancêtres. La réception d'avions de combat intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques armées, dont la dernière, à Tessit, dans la région de Gao, a fait 17 morts selon l'armée. Le combat est loin d'être gagné.
le pays est loin d'être pacifié. Et le Mali se relève graduellement. Les obstacles se dresseront sur notre chemin et les coups durs ne manqueront pas d'arriver, comme nous l'avons encore vu récemment à Tessit ailleurs. Ces obstacles feront douter certains naturellement, et comment ne pas les comprendre. Mais il est important de garder en tête que notre pays se relève inexorablement. Ces avions, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, permettront de gagner du terrain sur le terrorisme. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. L'armée de l'air ne pourra être partout, tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit. Avant ces acquisitions, le Mali avait réceptionné des radars de défense aérienne et plusieurs autres avions dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Et puis, 15 soldats burkinabés ont été tués mardi lors d'une double attaque menée par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Cette double attaque à l'engin explosif improvisé s'est produite sur l'axe Bourzanga-Djibo dans la région du centre-nord, selon l'état-major. Le bilan des deux incidents fait état de 15 militaires tombés et d'un blessé, ajoute le communiqué. Par ailleurs, 10 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués lundi lors d'une attaque de djihadistes présumés, toujours dans le nord du Burkina Faso. Les assaillants ont ciblé la localité de Sima, dans la province de Yatenga. La semaine dernière, 9 supplétifs de l'armée et 4 soldats ont été tués dans une autre attaque contre une unité du détachement militaire de Bourzanga, toujours dans le nord. En Guinée, le FNDC, un important collectif qui s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir et qui avait été le fer de lance de la contestation contre l'ex-président Condé, a été dissous par un arrêté du gouvernement daté de samedi. Le groupement de fait dit que le Front national de la défense de la Constitution est dissous et le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature, dit donc le document signé par Mori Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Selon le site Africa Guinée, la note de Mori Condé signée le 6 août dernier donc fait mention du mode opératoire du FNDC qui, selon lui, se résume par des actions violentes au cours des manifestations. Le collectif avait justement appelé lundi à une nouvelle manifestation contre la junte. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken est arrivé ce mardi en RDC. Au menu de cette étape, le tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Les deux hommes étaient d'ailleurs face à la presse il y a quelque temps. Retrouvons Anastasie Tudièche, notre correspondante à Kinshasa. Anastasie, bonsoir. Vous étiez à cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Bonsoir John. Effectivement, j'ai participé, j'étais sur le parterre, j'étais partie du parterre de journalistes invités à cette conférence de presse. Et ce que je peux dire ce soir, c'est que sur la forme, grande affabilité entre les deux hommes, et c'est suffisamment rare pour le souligner, les deux hommes politiques parlaient d'égal à égal. Aucune leçon donnée de la part des États-Unis, c'est une rupture importante, et le ton en diplomatie, c'est important. Un discours souverain, côté congolais, en particulier quant à l'exploitation du pétrole. Les deux hommes ont insisté sur leur volonté de coopérer dans des domaines aussi divers que l'exploitation des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et bien sûr la paix dans l'est de la RDC. Sur le fond, quelques éléments saillants. Le secrétaire américain a évoqué l'intérêt américain quant à une nécessaire tenue d'élections libres, inclusives et transparentes en 2023.
un sujet que M. Lutundula n'a pas abordé, à la question d'une reconnaissance par les États-Unis du M23 comme groupe terroriste, une question posée par l'un de mes confrères. Le secrétaire d'État a botté en touche. Il a certes reconnu que des sources crédibles, je le cite, ont fait état de la responsabilité du Rwanda dans l'armement du M23, mais il n'a pas engagé les États-Unis dans la qualification d'un groupe qui, comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères Lutundula, selon la RDC et les statuts juridiques de l'Union africaine, est considéré comme terroriste. M. Blinken a toutefois précisé que la situation dans l'Est était la principale raison de son déplacement en RDC. Il a dit que son but principal était l'Est du pays et apporter le soutien, tout le soutien possible des Américains pour éviter qu'une crise s'envenime. Enfin, le secrétaire d'État a affirmé le soutien et l'accompagnement des États-Unis dans des domaines aussi variés que, je le disais en préambule, la sécurité alimentaire, la préservation de l'environnement, une exploitation minière responsable. Voilà, donc beaucoup de mots, de bonnes intentions et une annonce, une seule, la création d'un groupe de travail américano-congolais pour la préservation de l'environnement. Vous le savez, John, le bassin du Congo constitue désormais le premier poumon du monde devant l'Amazonie. L'enjeu est donc de taille. Alors, les bonnes intentions affichées de part et d'autre suffiront-elles à faire taire les armes à l'Est? Il est trop tôt pour le dire, d'autant plus que le secrétaire Blinken terminera son séjour dans la région par le Rwanda, où il séjournera du 10 au 12 août. Voilà, merci Anastasie. Ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette visite, Anastasie, que vous retrouverez dans Washington Forum sur le même sujet jeudi. Le président Joe Biden a visité lundi avec l'Agence fédérale de gestion des urgences une petite agglomération dans l'est du Kentucky, ravagée par des inondations. Lors de ses déplacements, il a mis en avant la nouvelle législation adoptée par le Sénat visant à lutter contre le changement climatique et les phénomènes météorologiques violents. À ce jour, selon le gouverneur de l'État, au moins 38 personnes sont décédées suite aux inondations de Lost Creek au Kentucky. Anita Powell fait le point. Dili Diko raconte. Le pouvoir terrifiant de la pluie. Les habitants du sud-est du Kentucky y ont fait face fin juillet lorsque des crues soudaines ont déplacé des centaines de personnes et fait des dizaines de morts. Alors que les habitants tentent de rebâtir leur vie, le président Joe Biden a assuré lundi que le gouvernement fédéral travaille aussi vite que possible et sans considération pour la politique. La météo est peut-être hors contrôle pour le moment, mais elle n'est pas hors de notre contrôle. Et je vous le promets, nous restons là pour aider le gouvernement fédéral, l'État du Kentucky, le comté et la ville. Nous restons jusqu'à ce que tout le monde soit de retour chez soi. La veille, Biden a autorisé une augmentation du financement fédéral pour les efforts de nettoyage dans ce comté à faible revenu du Kentucky. Le président a également parlé de l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation qui, selon l'administration, représente le plus gros investissement jamais réalisé dans la lutte contre le changement climatique. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, un démocrate dans un État dominé par les républicains, a remercié le gouvernement fédéral et les volontaires pour leur aide et rappelé ce dont son État a besoin à long terme. Le monde est venu à notre aide avec plus de dons et plus de dollars que nous n'avons jamais vus. Le message est que les dons dont nous avons le plus besoin maintenant sont ceux en dollars. Nous sommes submergés de vêtements et d'eau potable. Ce dont nous avons désormais besoin, ce sont les dollars pour la reconstruction à moyen et à long terme. Le président Biden s'est dit déterminé à maintenir le soutien à long terme. Nous sommes le seul pays au monde à ressortir plus fort de chaque catastrophe majeure. Nous étions acculés, mais nous en sommes sortis plus forts. C'est l'objectif ici. Il ne s'agit pas seulement de revenir au niveau où nous étions, mais de faire mieux que ce qu'il y avait. Nous avons les moyens de le faire maintenant grâce à la législation qui a été adoptée de manière bipartisane. Personne ne s'attend à ce que la reconstruction de cette région du Kentucky se fasse rapidement après une telle catastrophe. Ni le gouverneur, ni le président, et certainement pas ces familles qui doivent maintenant recommencer à zéro. Et toujours ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a annoncé lundi que sa célèbre résidence de Floride a été perquisitionnée par la police fédérale, le FBI.
Ils se sont dit victimes d'une persécution politique. Ma belle demeure Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est assiégée et a été perquisitionnée et occupée par de nombreux agents du FBI, a déclaré Donald Trump dans un communiqué. Cette perquisition non annoncée de mon domicile n'était ni nécessaire ni appropriée, a-t-il affirmé. Le New York Times souligne que Donald Trump ne se trouvait pas sur place. Selon des médias américains, l'intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés. L'ex-dirigeant aurait importé plusieurs documents en violation d'une loi de 1978 selon laquelle tout président américain doit transmettre l'ensemble de ses emails, lettres et documents de travail aux archives nationales chargées de les conserver. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8 de notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Donc ici, toujours aux États-Unis, les femmes noires et amérindiennes sont plus susceptibles de mourir de complications liées à la grossesse que leurs compatriotes blanches, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. La vice-présidente Kamala Harris a fait de la santé maternelle un élément clé de son programme politique national. C'est un reportage de Laurel Bowman, récit Claire Morin-Gibourg. Alors qu'elle s'apprêtait à devenir une grand-mère, Wanda Irving n'avait pas prévu d'élever encore un enfant. C'est pourtant ce qui est arrivé lorsque sa fille, Shalon Irving, est décédée après avoir donné naissance à sa fille nommée Soleil, maintenant âgée de 5 ans. Wanda raconte que la grossesse s'est pourtant bien passée, mais après l'accouchement, la situation s'est détériorée. Pour sa mère, la communication avec les médecins n'a pas été facile. Elle était certifiée en éducation sanitaire. Elle a été professeure. Elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été crue. Rien de cela. L'histoire de la famille Irving est courante aux États-Unis et cela a poussé Wanda à créer une association consacrée à la crise des soins de santé maternelle au sein de la communauté noire. La santé maternelle est un problème dont la vice-présidente américaine Kamala Harris a fait une priorité. Les États-Unis ont l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés de tous les pays développés. Rohini Kosoglu est la conseillère en politique intérieure de Madame Harris. Les femmes noires ont 3 fois plus de risques de mourir pendant la grossesse que les femmes blanches. Pour les femmes amérindiennes, il y a 2 fois plus de risques de mourir. Des efforts ont été mis en place par la représentante Lorraine Underwood, coprésidente du caucus dédié à la santé maternelle noire, l'un des plus grands caucus du Congrès. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de protection, c'est-à-dire un revenu plus élevé, un niveau d'éducation plus élevé, un travail ou une assurance maladie. Mais pour les Noirs de ce pays, aucun de ces facteurs ne vous protège. Malgré les efforts mis en place par le gouvernement, pour beaucoup de familles noires, c'est déjà trop tard. Des femmes, on en parle également en Algérie où les arts martiaux mixtes sont des disciplines relativement nouvelles, généralement pratiquées par des hommes. Mais la gente féminine s'y intéresse de plus en plus, comme on va le voir dans un gymnase dans l'ouest du pays. C'est avec Mohamedou Oumfa.
S'il est vrai que plusieurs Algériennes se sont illustrées dans les sports de combat lors des compétitions internationales, en Algérie par contre, les arts martiaux mixtes restent largement pratiqués par les hommes. Une réalité imposée en partie par la perception qu'a la société algérienne de ce type de sport. Mais selon des professionnels, les choses commencent à changer. Le regard que porte la société sur les femmes qui pratiquent les arts martiaux est en train de changer. Dans le passé, il était difficile pour les femmes de pratiquer ce sport. La société et les familles en avaient peur, mais aujourd'hui, c'est mieux. Les femmes pratiquent ce sport comme n'importe quelle autre discipline. Il y a une acceptation de la société et des familles. Les femmes peuvent donc pratiquer ce sport sans difficulté. Le gouvernement encourage aussi le sport féminin. Illustration concrète dans ce gymnase de Tlemcen. 70 jeunes femmes. Elles s'y entraînent 5 fois par semaine, un jour de pratique et les autres jours pour apprendre les techniques et les règles des arts martiaux. Elles ne manquent pas de motivation. Pour l'autodéfense, nous nous sommes inscrites à ce sport pour éviter les problèmes de rue et les agressions contre les femmes. La société semble croire que les femmes sont faibles. Après avoir commencé ce sport, je l'ai adoré. Je veux progresser dans cette discipline et participer à des championnats. Les arts martiaux mixtes, ou MMA, allient de nombreuses disciplines allant du judo à la boxe thaï, en passant par la lutte. Pratiqué dans une cage en forme octogonale, le MMA autorise les coups de pied, coups de poing, coups de genoux et coups de coude, mais aussi des coups au sol. Un peu violence tout ça. On va terminer avec une autre femme. L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film Grease, est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La comédienne, qui avait aussi la nationalité britannique, est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille et de ses amis, précise le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Cheveux laqués et blouson de cuir, Olivia Newton-John s'était rendue mondialement célèbre en incarnant Sandy dans la comédie musicale culte Grease, aux côtés de John Travolta. Depuis que le cancer s'était abattu sur elle à la quarantaine, la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.